à toutes et à tous depuis les studios de Reya. Nous y sommes pour votre émission Entrepreneur. Je suis Blandine Vidomé. Merci d'être là. Au sommaire de ce numéro, nous avons naturellement le journal de l'entrepreneur. Aujourd'hui, on parle des certifications phytosanitaires qui seront désormais digitales. Et comme promis la semaine dernière, je vous donne les 5 autres pays dans lesquels l'entrepreneuriat serait plus propice, parlant du continent africain. Aujourd'hui, dans la parole d'expert avec M. Dieudonné Tchabli, on se pose la question de savoir est-ce que le financement externe est une nécessité. Il y répond dans quelques instants. Et notre invité est un artiste sculpteur, lui c'est Samson Agbevoudo. On le rencontre dans quelques instants pour en savoir un peu plus. Voilà tout pour le sommaire. Démarrons avec le journal de l'entrepreneur et tout de suite, on s'intéresse à ces certifications phytosanitaires qui sont désormais digitales. Qu'en est-il? Comment est-ce qu'elles sont possibles? Suivez plutôt cet élément. La semaine dernière, le Togo a lancé officiellement le projet IFITO lors d'une cérémonie. L'initiative vise à faciliter les échanges commerciaux agricoles entre le Togo, l'Europe en simplifiant le processus d'obtention des certificats phytosanitaires. Le système IFITO est un hub qui permet à chaque pays de s'interconnecter pour échanger des informations relatives à la certification électronique ou à la qualité des produits, a expliqué Larja Douti, directeur de la protection des végétaux. Ce projet est soutenu par l'Alliance mondiale pour la facilitation des échanges en collaboration avec la coopération allemande GIZ ainsi que le Centre islamique pour le développement du commerce. Grâce à cette collaboration, le Togo adoptera la solution IFITO et la Convention internationale pour la protection des végétaux, permettant l'émission des certificats phytosanitaires électroniques, encore appelés IFITO, de manière rapide, précise et économique avec des partenaires commerciaux via une plateforme centrale. La suite avec la Tunisie pour 13,38 points, embrassant l'innovation et la compétitivité, elle se place au 6e rang. Les efforts du pays pour soutenir les petites entreprises et remettre à neuf les infrastructures contribuent à son écosystème entrepreneurial florissant. Ils sont 76e dans le classement mondial. Le Ghana avec 13,35 points. L'engagement du Ghana à soutenir les startups l'a placé en 7e position. Les compétences de la main-d'œuvre et l'ouverture aux affaires du pays ont fourni un terrain fertile aux entrepreneurs. 77e dans le classement mondial. Le Botswana ensuite avec 12,85 points sur la 8e place. Il montre son engagement à favoriser les entrepreneurs, une économie en croissance, des infrastructures améliorées et un environnement commercial propice ont contribué à son succès, 86e dans le classement mondial. Nous avons le Cameroun avec 12,65 points. Il embrasse un esprit d'entreprise en plein essor, se classant donc 9e. Les efforts du pays pour améliorer l'accès au capital et renforcer l'ouverture des entreprises ont joué un rôle déterminant dans le soutien aux startups, 89e dans le classement mondial. Et pour finir, l'Égypte qui complète le top 10 et il est le moteur de l'entrepreneuriat grâce à son vaste potentiel et à sa culture d'innovation croissante, les diverses compétences de la main-d'œuvre du pays et les efforts déployés pour promouvoir l'ouverture des entreprises ont créé des bases solides pour les startups, 90e dans le classement mondial. Voilà, nous y sommes donc pour cette partie qui vous intéresse également, tout comme le long de cette émission. C'est le moment de recevoir notre invité du jour. Et pour aujourd'hui, nous avons Samson Agbevoudo qui est artiste sculpteur, entre autres ébéniste également. Et il est également promoteur de la structure EPABAC. Il nous en dira un peu plus, juste le temps pour moi de le saluer et lui dire bienvenue Samson. Merci beaucoup Blandine Vidomé, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir ici chez Reya et nous y sommes pour cet échange. C'est le moment pour nos internautes, téléspectateurs de vous connaître de fond en comble. Alors vous êtes, je dirais, ambassadeur de l'art auprès de la jeunesse et même des institutions parce que vous vous démarquez pas mal avec plusieurs concours auxquels vous participez, ceux que vous remportez également. On se rappelle Total Start-Upper 2019, vous êtes ambassadeur des arts et de la culture, comme je disais. Vous êtes également l'initiateur de Creva et pas mal d'autres casquettes à votre endroit, bien entendu. On parle ici de l'ambassadeur des arts et de la culture du CAVI, qui est le Centre africain
de veille et d'intelligence économique. Vous collaborez avec pas mal d'événements ici au Togo, dont les Joutes verbales francophones, le Festival international de l'histoire d'Anéha, et entre autres, vous exposez même au village de Noël en France en 2022. C'est bien cela? Oui, effectivement, c'est ça. Ah oui, c'est riche comme parcours. Et tout de suite, ce qu'on note, c'est que vous êtes quand même féru d'aller vers le public pour montrer votre talent. Combien est-ce que ça compte pour vous, cette démarche-là? Ça compte beaucoup. En fait, c'est beaucoup de choses que des jeunes n'ont pas compris, ou soit un jeune ne va pas vouloir aujourd'hui perdre pour gagner demain. Ouais. Pour gagner demain, il faut perdre aujourd'hui. Et donc, du coup, pour se faire connaître ou bien pour se faire démarquer, déjà, tu as une inspiration que tu ne peux pas faire comprendre à ta cible. Mais en le réalisant et en l'exposant, ça permet aux autres personnes de te découvrir et d'entrer en étroite collaboration avec toi. Et donc, voilà, cette démarche, elle est un peu folle, mais en même temps passionnante et très émouvante aussi. Bah oui, j'imagine, parce que ça reste particulier déjà de par votre domaine d'activité. Vous travaillez dans du bois, très souvent entre l'atelier et les différentes réalisations. Parlant de réalisation, je rappelle à ceux qui nous suivent également que Samson Agbevudo finit deuxième du concours Super Entrepreneur promis par le ministère de la Jeunesse, et concours qui a pas mal meublé sa carrière également, il me dira si je me trompe. Revenons à EPABAC. C'est votre structure dont vous êtes promoteur et que vous mettez sur pied grâce au FAEJ. Oui. Comment ça se passe, la création d'EPABAC? Non, EPABAC est créé le 26 avril 2018 sous l'appui technique et financier du FAEJ. Et donc, c'était parti d'une sélection nationale. Donc, j'ai été retenu par le FAEJ à l'époque. Et donc, voilà, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à mettre en place cet atelier EPABAC, qui signifie Entreprise de production artistique, bijouterie, art et culture. EPABAC, c'est comme une vase d'eau, en fait. C'est-à-dire une vase d'inspiration. Et toutes les initiatives que j'ai aujourd'hui, c'est EPABAC qui donne naissance à ces initiatives-là. Et donc, je dirais que c'est la source d'inspiration. En fait. Oui, la source d'inspiration. Mais comment vous faites? Parce que ce qui se dit par la plupart ici au Togo, c'est que l'État ne finance rien. Sinon, très peu. Oui. Et comment vous vous démarquez pour arriver à mettre sur pied EPABAC grâce au FAEJ? Oui, d'abord, c'est l'innovation que tu apportes, en fait. Mais cette innovation-là doit être couplée par une passion et une méthodologie de travail assez innovante. Et une méthodologie de travail qui ne coupe pas les rues. Et les œuvres que tu réalises, ce sont des œuvres qui doivent être en mesure de pouvoir faire comprendre, par exemple, au FAEJ, que ce que moi je fais, vous ne pouvez pas le trouver nulle part ailleurs. Et ça, c'est facile de le dire. Hein? On le dit tout le temps, il faut se démarquer, il faut être innovant et tout ça. Mais à la base, tu dois le faire comprendre que même si vous allez ailleurs, vous allez toujours revenir vers moi. Et que ce que j'ai, c'est un métier qui peut valoriser notre pays à l'international en termes de perfection ou bien de performance artistique sur l'échiquier international. Je suis un jeune aujourd'hui qui ose et qui démontre à travers son savoir-faire partie de rien et pour aboutir à quelque chose de vraiment, vraiment grand et très noble. Et donc, déjà, lorsque vous vous positionnez comme ça avec votre travail, on ne peut qu'investir en vous. Voilà. Donc, c'est vrai, avec FAEJ, c'est beaucoup plus technique. Voilà, ils m'ont accompagné au moins à mettre en place l'atelier EPABAC, qui est aujourd'hui un atelier très professionnel. Et voilà, tranquille quoi. Ah oui, c'est quand même, on note ce grand coup de pouce, parce que ce n'est pas forcément évident, surtout pour ceux qui sont dans le domaine artistique. Le talent y est, mais comment est-ce qu'on matérialise toute la structure, toute cette chaîne de production, c'est-à-dire de la création jusqu'à l'écoulement des produits, d'où la casquette vraiment d'entrepreneur que beaucoup d'artistes n'arrivent pas forcément à avoir et obligatoirement se font accompagner, alors que vous trouvez quand même l'entre-deux pour pouvoir gérer toute la chaîne.
Oui, je travaille selon un concept bien défini. Oui. Le concept, c'est à chaque profil son art et à chaque secteur son œuvre. OK. Et par exemple, quand je prends Blandine Védomé, je peux concevoir une œuvre à Blandine Védomé et qui va illustrer fidèlement ce qui passionne Blandine Védomé. Et cette œuvre-là, c'est toi, quoi, tu vois. Ouais. Donc, à chaque secteur, son œuvre, ce sont donc les institutions, les sociétés, les événements aujourd'hui qui ont une mission à accomplir, qui ont une vision. Et aujourd'hui, Samson Agbovudo arrive quand même à les comprendre et à réaliser des œuvres qui l'illustrent fidèlement. Voilà, parce que là, même si vous n'êtes pas là, l'œuvre, lui, parle à votre place. C'est bien cela. Et ce qu'il faut aussi savoir, parce que nous sommes là pour découvrir, c'est que beaucoup se demanderont, peut-être qu'il a eu une formation qui va dans ce sens-là. Et laissez-moi vous dire que non. Parce qu'à la base, Samson, vous êtes diplômé d'un BTS en commerce international. Effectivement. À quel moment vous switchez pour vous concentrer sur la sculpture? Oui, déjà, c'est tout petit. Depuis, j'étais avec mon grand-père, qui est un artiste assez traditionnel. Donc, du coup, quand je vais à l'école, à chaque fois, je restais avec lui. Et donc, après son décès, moi, j'ai réussi quand même à professionnaliser ce métier. Mais à la base, c'était le métier qui me permettait de payer mes études jusqu'à l'obtention d'un brevet technicien supérieur en commerce international. Et la chance que j'ai eue, c'est juste après mon BTS, le FAEJ avait lancé une sélection nationale. Hop là, j'ai postulé avec le métier que j'ai en main, associé à mon parcours professionnel. Voilà, ça a été vite fait et tranquille, quoi. Ah oui, on le voit bien. Parlons de l'appui technique du FAEJ, parce que pour beaucoup aujourd'hui, c'est la carte qu'on a envie de voir jouer, c'est-à-dire qu'on ait un financement, mais qu'on ait un appui technique. Hormis cela, qu'est-ce qu'il faut soi-même apporter à son entreprise, à sa création, pour que celle-ci se maintienne? Parce que le constat malheureux, c'est que même ces structures qui bénéficient souvent d'appui technique ou financier ne font pas toujours long feu. Qu'est-ce qu'il faut rajouter soi-même? C'est la compétence, la vraie. La vraie. Je ne parle pas de compétences théoriques. Théorique associée à la pratique. Votre entreprise n'existe pas sans le marché. Vous voyez? Et votre compétence aussi également doit être vraiment liée au projet que vous êtes en train de soumettre. Et en même temps, on doit voir en vous que vraiment vous êtes fait pour ça, en fait, que vous êtes passionné. Parce que la passion brise les difficultés à chaque étape. Donc, du coup, si vous n'avez pas ces qualités-là de base, franchement, vous n'allez pas faire long feu en entrepreneuriat. Parce que entreprendre, c'est aller à la guerre. Oui. Et donc, du coup, vous devrez être vraiment prêt à tout. Vous devez maîtriser tous les contours de votre projet. Moi, je ne suis pas un coach pour essayer de faire comprendre à certains aînés ou à certains jeunes qui me regardent actuellement qu'il faut ceci, qu'il faut cela. La base, c'est la vraie compétence, la vraie, la passion. Et vous devez être prêt à aller à la guerre. Et c'est ça. À la guerre, et c'est bien cela. Pour vous qui êtes dans ce domaine tous les jours, qui dépêchez des stratégies chaque jour encore et encore pour pouvoir améliorer votre entreprise, quels sont les défis majeurs auxquels vous faites face, franchement? Les défis majeurs, vous savez, les défis majeurs, il y a tellement de défis que je ne peux même pas finir de citer. Les défis majeurs auxquels je fais face aujourd'hui, c'est d'abord arriver à comprendre le client. Il faut comprendre le client et réussir à lui réaliser une œuvre qui répond fidèlement à ses attentes. Parce que lorsque vous n'arrivez pas à répondre aux besoins du client, parce que ce n'est pas un produit qu'il est venu voir au comptoir et puis acheter, il faut le comprendre et réaliser une œuvre qui vraiment le satisfait. Ça, c'est un défi. Et l'autre défi aujourd'hui, EPABA qui est en train de vouloir industrialiser sa production et faire en sorte que ces œuvres puissent être vraiment accessibles
à tout le monde. Mais non, ça c'est le plus gros défi, d'où le volet maintenant du CREVA. Voilà. Et EPABAC est en train de vouloir industrialiser sa production. Parce qu'avec EPABAC, ce n'est pas beaucoup de personnes qui arrivent à acquérir mes œuvres. Et c'est vraiment dommage parce que je suis félicité par beaucoup de personnes, mais je suis consommé que par une minorité de personnes. Et c'est ce qui me fait très mal parce que je n'ai pas les équipements qu'il faut, je n'ai pas les matériels qu'il faut. Et aujourd'hui, avec EPABAC, je suis en train de rêver cette industrie-là, qui est donc le CREVA. CREVA, qui est donc le centre de ressources pour la valorisation artistique. Et donc, à travers ce projet, ça permettra aujourd'hui de pouvoir mettre à la disposition de la population africaine, en particulier le Togo, de vous réaliser de belles œuvres, mais à très, très petit prix. Aujourd'hui, on dépend de l'extérieur. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à investir dans nos talents. Je le dis ici, on n'arrive pas à investir dans nos talents, raison pour laquelle nous sommes à chaque fois dépendants de l'extérieur. Tant que nous n'allons pas vraiment investir dans nos talents qui peuvent aujourd'hui arriver à mettre en place de petites industries et qui seront bénéfiques à la population, on serait tout le temps dépendant de l'extérieur. C'est vrai, on peut dire consommer local. D'accord? Nous sommes dans le mois d'ailleurs. Voilà. Mais si on n'investit pas dans les talents locaux, les prix pour les consommateurs ou les Togolais, les prix redeviendront toujours chers. Et quand ça serait cher, la population, vu le faible pouvoir d'achat de la population, ils ne pourront pas consommer. Donc, j'appelle aux investisseurs, aux acteurs de développement, d'identifier les talents et d'investir en eux. C'est comme ça qu'on peut arriver efficacement à contribuer au développement socio-économique de notre pays. Alors, comme dans tous les numéros, vous avez droit à une thématique décortiquée par un expert. Et pour aujourd'hui, on s'intéresse au financement, la fameuse question de financement. Gros casse-tête pour les différents entrepreneurs dans tous les secteurs d'activité. Le financement externe est-il une nécessité? Comment est-ce qu'il peut se réaliser? C'est la question à laquelle Dieudonné Tchabli répond dans cet élément vidéo. Alors, en général, lorsque vous êtes entrepreneur ou bien lorsque vous êtes porteur de projet, il arrivera un moment où vous aurez besoin d'argent. Entre parenthèses, aujourd'hui, lorsque vous avez besoin de démarrer votre projet, on nous dit souvent de démarrer avec le peu que vous avez, de démarrer avec les ressources que vous avez ou de démarrer tout simplement avec la possibilité qui vous est offerte par l'environnement dans lequel vous travaillez. Mais attention, il existe certains projets pour lesquels vous avez besoin de minimum de financement. Si vous n'avez pas ce minimum de financement-là, eh bien, vous ne pouvez pas démarrer. À partir de cet instant, on se pose la question de savoir où trouver donc l'argent pour démarrer son projet. De manière globale, on parlera donc de deux sources de financement. On a les financements internes, les financements qui sont propres à soi, ou on parlera donc des financements externes. Alors, lorsqu'on parle de financement interne, c'est l'argent que vous-même vous avez, l'argent que vous avez dans votre poche ou l'argent que vous-même vous gagnez au quotidien. Soit vous êtes salarié quelque part, on vous paye et vous avez de l'argent, soit vous avez épargné suffisamment, soit vous avez... Bon, voilà donc l'argent qui vous appartient vous-même. Quand nous parlons de financement externe, on peut en citer plusieurs. On va donc les catégoriser en différents segments. D'abord, on parlera des dons. Et quand on parle de dons, vous allez donc voir ce que nous appelons, donc dans la catégorie des dons, vous allez voir ce que nous appelons donc les love money. Les love money, c'est l'argent par exemple que vous donne votre famille. Parce que vous avez un projet, vous approchez un oncle, vous approchez votre papa et vous lui demandez de vous aider à réaliser ce projet. C'est de l'argent qu'on vous donne par amour. Parce que la personne ne croit pas forcément à votre projet. Ce n'est pas parce que votre projet est bon ou bien meilleur, mais tout simplement la personne vous aime et la personne croit en vous en tant que personne et c'est pourquoi elle vous donne cet argent pour vous aider à développer votre projet. On parle donc de love money. Toujours dans la catégorie des dons, on va parler donc aussi de la méthode de financement qu'on appelle le crowdfunding ou le financement participatif, qui vous permet donc de pouvoir lever des fonds en ligne, de pouvoir demander à des personnes de vous donner de l'argent pour que vous puissiez développer vos projets. Et ça, c'est la première catégorie des dons. Nous avons une autre catégorie de financement externe qui est par exemple les prêts. Alors, vous pouvez donc faire un prêt auprès d'un particulier, auprès d'un frère, prête-moi de l'argent, je vais développer un projet et puis après je te rembourse avec intérêt. Soit vous vous posez la question, en tout cas, vous allez vers votre institution de microfinance
pour ceux qui ont ces institutions dans leur pays ou tout simplement vous approchez, n'est-ce pas, les banques. Et donc, dans cette deuxième catégorie, vous pouvez donc faire appel soit à une banque, soit à un particulier. Voilà. Vous avez donc une troisième catégorie de financement SN qu'on va donc appeler peut-être ce que nous appelons les ventes. Alors, qu'est-ce que vous vendez pour avoir de l'argent? Vous allez certainement vendre des actions. Voilà, c'est quelque chose d'intangible, ce n'est pas votre produit directement, mais vous dites, OK, comme vous avez besoin de l'argent, eh bien, vous allez tout simplement morceler votre entreprise en différentes parties vendables qu'on appelle donc des actions et vous allez donc demander aux gens d'acheter ces actions ou d'acheter une toute petite part de votre entreprise pour posséder donc le projet et donc à la fin, quand il y a de la rentabilité et donc vous partagez, n'est-ce pas, l'argent que vous avez pu gagner avec votre projet. Vous voyez, donc quand vous prenez toutes ces catégories qui sont donc classées dans le financement SN, la question donc qu'on se pose est de savoir est-ce que forcément c'est une nécessité pour vous lorsque vous êtes en démarrage? Alors, nous allons répondre par oui et par non parce que en fonction de la catégorie dans laquelle vous allez vous adresser, en fonction de la catégorie de financement SN dans laquelle vous allez vous adresser, il y a donc des inconvénients et des avantages. La première catégorie, celle des dons. Pas de souci, quand vous démarrez votre projet, vous êtes libre de collecter des dons comme vous voulez, tout simplement parce qu'il n'y a aucune contrepartie qui va peut-être vous freiner dans votre évolution. Les gens vous donnent de l'argent parce qu'ils vous aiment, les gens vous donnent de l'argent parce qu'ils croient en votre projet, les gens vous donnent de l'argent parce que, bon, voilà. Et quand le projet ne marche pas, il n'y a pas de souci, vous allez peut-être continuer avec un autre projet ou tout simplement vous corrigez les erreurs et vous reprenez avec le même projet. Et ça, cela ne vous dérange pas. Mais lorsque vous attaquez la catégorie des prêts, lorsque vous allez faire un prêt devant une banque, lorsque vous allez faire des prêts chez une microfinance ou auprès d'un particulier et quand vous démarrez, quand vous êtes en démarrage, c'est là où il y a un problème fondamental. Parce que, par définition, un projet, ce n'est pas encore une entreprise. Et quand vous êtes en démarrage, le taux d'échec, en fait, est très élevé parce que vous ne maîtrisez pas encore votre environnement de base, vous ne maîtrisez pas encore comment vos clients vont réfléchir et par-dessus tout, je peux vous assurer même que vous ne maîtrisez pas encore votre projet en tant que vous-même porteur de ce projet en question, puisque votre produit va évoluer en fonction des feedbacks que vous allez recevoir. Donc, à partir de cet instant, lorsque vous vous engagez à faire un prêt, donc à rechercher cette source de financement SN-là, eh bien, je peux vous assurer qu'en cas d'échec, vous risquez de revenir en arrière pour une bonne durée et vous allez avoir beaucoup de stress parce que les particuliers, en tout cas, ils ne vous comprendront pas. Et quand vous allez vers les banques et les microfinances, sachez qu'eux, ils vous donneront des prêts en garantie de quelque chose et vous risquez vraiment de perdre votre garantie. L'erreur que les gens font souvent, c'est de pouvoir prendre la garantie de leur famille, qui peut être donc un terrain et autres et tout, mais finalement, ils le perdent tout simplement parce qu'ils sont en phase de démarrage et que le projet n'a pas marché finalement. Attention, je ne dis pas que lorsque le projet commence déjà, il n'y a pas un taux d'échec. On connaît les grandes entreprises aujourd'hui qui ont fait faillite, on connaît les grandes entreprises aujourd'hui qui sont très endettées et qui ont fait faillite. Ça ne voudrait pas dire forcément que la notion de faillite dépend de la durée du projet, parce que le projet il est naissant et donc sa durée sa faillite est plus éminente. Non, on ne dit pas cela. Mais le taux d'échec en fait, que vous allez pouvoir, en tout cas par rapport à une entreprise qui est mature et par rapport à un projet débutant, le taux d'échec, il est très très élevé parce que vous avez beaucoup de paramètres que vous ne maîtrisez pas. Vous avez beaucoup d'inconnus dans votre projet, sur votre marché, sur votre environnement que vous ne maîtrisez pas. Et donc, lorsque vous vous adressez à cette deuxième catégorie, eh bien, attention, prendre aller vers une source de financement SN dans cette catégorie-là, c'est carrément du suicide. Eh bien, vous allez peut-être entendre des histoires selon lesquelles d'autres ont fait ça et qu'ils ont reçu. Mais attention, ne faites pas sur 100 personnes, sur 100 porteurs de projets et qui sont passés par ce mécanisme de financement-là, eh bien, peut-être un petit pourcentage de moins de 10%, je vous l'assure, a peut-être fait marcher son projet. Voilà. Et quand vous prenez par exemple la vente des actions, une catégorie qui vous permet donc de pouvoir solliciter des actionnaires, vous devez véritablement approcher les hommes du domaine, donc le secteur juridique, les gens qui vont véritablement vous conseiller. Parce que, eh bien, quand votre actionnaire ne comprend pas véritablement les enjeux de votre projet, quand votre actionnaire, quelquefois même, ne comprend pas le terme action, eh bien, en cas de flop de votre projet, vous risquez d'avoir de gros soucis. Vous risquez d'avoir de gros problèmes, tout simplement parce qu'il y a une incompréhension de départ. En temps normal, quand vous êtes actionnaire de projet, c'est que vous faites partie, en tout cas, vous allez pouvoir profiter du bénéfice, mais aussi, en tout cas, quand il y a des échecs, quand il y a de la perte, eh bien, vous êtes obligé de supporter cette perte-là. Mais malheureusement, on rencontre des actionnaires, on rencontre des gens qui, entre griffes, se disent peut-être actionnaire, ou bien peut-être n'ont pas compris véritablement le mot, ou peut-être l'entrepreneur n'a pas pris le temps d'expliquer l'enjeu du terme actionnariat et finalement ça floppe. Donc en définitive, lorsque nous disons financement SN,
importante ou est-ce nécessaire ou est-ce obligatoire quand vous démarrez un projet? Disons tout simplement, cela dépend de la source de financement vers laquelle vous vous orientez. Cela dépend ensuite de votre degré de maturité et cela dépend surtout de votre personnalité. Parce que quelque part, il y a maintenant les sources de financement qu'on appelle les prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, ce sont des prêts qui sont donnés aux entrepreneurs débutants. Donc, ça ne se refuse pas, eh bien, parce que les prêts d'honneur sont catégorisés dans une forme de prêt qui vous donne donc la possibilité, n'est-ce pas, d'évoluer sans aucune contrainte judiciaire ou surtout sans aucune contrainte des particuliers qui peut-être vous mettront plus de pression. Un prêt d'honneur, c'est un prêt sur votre honneur que vous devez rembourser, mais avec des conditions qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus allégées que les autres formes de prêts. Donc, voilà, quand vous allez vers ce genre de prêt, eh bien, c'est également une forme de financement qui pourra vous aider lorsque vous démarrez votre projet. En conclusion, disons tout simplement que quand vous devez démarrer votre projet, alors voici ce que je vous conseillerais. Commencez d'abord avec le peu que vous avez, commencez déjà avec ce que vous avez vous-même et morcelez votre projet en différents plans d'action. Commencez avec beaucoup de stratégies. Et parmi les stratégies, vous avez les partenaires qui sont une source, n'est-ce pas, de financement que vous pouvez exploiter. Parce qu'un partenaire technique pourra vous donner ce dont vous devez payer peut-être avec l'argent. Un partenaire stratégique pourra vous aider à développer des stratégies alors que vous devez payer peut-être un consultant. Un partenaire d'affaires pourra vous aider donc à vendre mieux votre produit plutôt par exemple que de vous déranger à mettre de l'argent dans beaucoup de la publicité, dans beaucoup d'autres choses qui vous nécessiteront peut-être d'avoir des espèces. Et donc, orientez vers les partenaires, orientez vers les partenariats stratégiques, orientez-vous vers des partenariats institutionnels, vers des partenariats de mentorat, vers des coachs qui pourront comprendre peut-être votre environnement de travail et négocier, n'est-ce pas, négocier de payer à échelonnement, mais surtout, n'allez pas vers des sources de financement qui finalement risqueront peut-être de vous pourrir la vie. Merci. Investir dans les talents pour pouvoir permettre à tous de se procurer ces différentes productions d'ici et de chez nous. Est-ce que vous avez à un certain moment fait face à cette contrainte-là, d'où pour vous qui êtes artiste, hein, qu'on vous dise que vos œuvres ne sont pas, la cible togolaise n'y est pas en grande quantité et qu'il fallait peut-être aller proposer à d'autres personnes, notamment des Occidentaux, qui sont beaucoup plus sensibles à l'art. Vous avez fait face à cela et comment vous rebondissez pour faire comprendre que non, le besoin y est? Voilà, très bien. Ça, c'est une très belle question parce que, vous savez, c'est vrai que j'ai rencontré des étrangers, voilà, des Français, oui, qui ont vraiment kiffé ce que je fais. Mais pour ne pas vous mentir, je vais dire quelque chose peut-être qui va vous choquer. Hein. Dites-nous tout. En fait, le Togolais, oui, a eu la même sensation que le blanc. Ok. Le noir a eu la même sensation que le blanc. Il a été autant sensible à votre création que l'Occidental. Exactement. Donc aujourd'hui, quand on dit que ces œuvres-là intéressent beaucoup plus les Occidentaux, ça dépend de comment est redirigée l'œuvre. D'accord. Est-ce que l'œuvre est conçue seulement pour une œuvre d'art? Est-ce que l'œuvre est conçue pour dégager une utilité? Oui. Et donc, ce sont des questions qu'il faut se poser et voir si effectivement c'est seulement des Occidentaux qui kiffent ou bien si aussi les Noirs kiffent. Les Noirs aiment aussi. C'est peut-être que les Noirs n'ont pas assez de moyens comme eux les Blancs. Parce que les Blancs, quand eux ils aiment, ils passent à l'action. Mais le Noir, quand il aime, il ne peut pas passer à l'action parce qu'il n'a pas les moyens de s'en procurer l'œuvre. Le besoin ici est énorme et dense. À l'heure où je vous parle, j'ai trop de commandes actuellement à mon atelier. Tout récemment, j'ai été nommé curateur d'art, c'est-à-dire commissaire d'exposition pour l'événement Expo ODD Art, qui est financièrement et techniquement appuyé par la GIZ. D'accord. Et donc, c'est un événement où les œuvres seront exposées dans 8 communes du Togo. Et donc, tous les artistes qui sont en train de postuler, je suis en train de travailler comme un malade pour faire réussir cette 3e édition de cet événement-là. Pour vous dire qu'à part cela,
le Festival international de l'histoire d'Anéro encore m'a recontacté pour une deuxième fois consécutive pour réaliser leur trophée. Vous voyez, donc, Awake Your Talent, un événement, ce samedi, ils vont recevoir leurs œuvres. Du coup, la demande y est. Oui, la demande, je ne peux même pas citer, en fait. La demande y est, en fait. Donc là, ici, comme je viens de le dire tout à l'heure, tant que nous n'allons pas vouloir investir dans nos talents locaux, franchement, ça serait très difficile pour que nous soyons tout le temps dépendants de l'extérieur. Nous devons investir dans nos talents locaux pour renforcer la capacité de production et mieux servir la population et les demandeurs qui sont ici. Voilà, et aussi exporter, pourquoi pas. Et tout dépendra de la capacité de production que nous avons ici. Alors, pas plus tard que la semaine dernière, nous recevons une invitée qui fait aussi dans le domaine artistique, mais surtout beaucoup plus la beauté, on va dire. Elle est make-up artiste et elle nous faisait savoir que le domaine artistique n'est pas encore pris au sérieux par nos gouvernants. Vous faites le même constat? Le domaine artistique, il faut le comprendre. Et le domaine artistique, il faut le découvrir. Lorsque vous ne découvrez pas le domaine artistique, vous allez le minimiser. L'industrie qui se cache derrière le domaine artistique est énorme. Et ça, même dans nos contrées. Oui. Et ça, si vous ne trouvez pas, si vous ne rencontrez pas un passionné ou un artiste qui a déjà un parcours dense et qui fait des preuves aujourd'hui avec même nos gouvernants et des institutions publiques et privées, vous ne pouvez pas comprendre que le domaine artistique regorge. C'est une énorme industrie qu'aujourd'hui on n'arrive pas à découvrir. Cette industrie est voilée et continue d'être voilée. Mais pourquoi? Parce que nos gouvernants ne viennent pas vers nous. Est-ce que vous ne changez pas de démarche, c'est-à-dire organiser le milieu et maintenant aller avec des propositions probablement? Oui, aujourd'hui, Samson Agbevoudo fait des propositions, a même fait des propositions, et que cette proposition est allée jusqu'au plus haut niveau de l'État. Quels ont été les retours? Retours satisfaisants, mais en attente. Voilà. Le tout très, très satisfaisant parce que déjà, si l'initiative n'était pas noble ni avec un impact, déjà, un ministère ne peut pas faire un dossier et le soumettre à la présidence. Vous voyez déjà, c'est ce qui voudrait dire que c'est vraiment important de pouvoir tourner ce regard-là au domaine artistique. Peut-être que dans le domaine artistique, on manque un peu de formation pour certaines personnes, pour certains artisans. Donc, il faut les réformer et les permettre... Bon, je ne vais pas trop aller dans la formation en entrepreneuriat, mais... Non, mais vas-y, parce que ceux qui nous suivent sont intéressés par cela et ça pourrait toujours servir. Qu'est-ce qui manque d'autre à ces artistes, hormis la formation pour vous, selon vous? C'est la formation. Essentiellement. Oui, la formation professionnelle, mais par des artisans encore, par des artisans professionnels, pas par d'autres personnes. Issus d'autres secteurs d'activité. Exactement. Tant que nous allons faire ça, on ne va jamais parler le même langage. Ceux qui sont dans le domaine artistique avec d'autres personnes dans d'autres domaines, ils ne vont jamais parler le même langage. Et c'est dommage parce que même on peut beau te former, à la fin de cette formation, rien. Donc, il faut quelqu'un qui est déjà dans le domaine, qui comprend déjà le domaine, qui pourrait former l'autre, en fait. Et là, vous allez parler le même langage, amener l'autre également à être vraiment professionnel. Je trouve que c'est ce qui manque. Et maintenant, après, accompagner avec l'argent, parce que c'est ce qui fait toute la différence. Formation, plus argent, vous allez voir que le domaine artistique, nickel. Alors, vous parlez d'industrie. Est-ce que nous sommes prêts pour accueillir tous les maillons, on va dire, qui formeront la chaîne industrielle, notamment dans votre secteur, pour rester dans la sculpture? Tous les maillons? Oui. C'est-à-dire? Est-ce qu'aujourd'hui, la chaîne industrielle est prête à être formée? C'est là la question, en fait. Parce que déjà, quand moi je connais quelque chose, je suis borné. Je me dis que ce que je sais,
C'est ça ou rien. Pourtant, c'est faux. Aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer. Il faut évoluer avec le monde. Ouais. Donc, du coup, lorsque tu ne t'adaptes pas, lorsque tu ne te mets pas à jour, franchement, ça te serait vraiment très, très, très difficile d'avancer. Donc, on doit se faire former. Ouais, se faire former. Et ensuite, trouver les marchés également. Oui, les marchés. Ça, franchement, l'artisan a du mal à trouver le marché. Hein. Mais qu'est-ce qui fait cette difficulté? Oui, c'est parce qu'ils vendent à tout le monde. D'accord. Tu ne peux pas être artisan et vouloir vendre à tout le monde. Du coup, définir sa cible dès la base. Tu dois définir ta cible et aller vers ta cible. Ce n'est pas ta cible qui va venir vers toi parce que ce que tu fais, c'est une création qui vient de toi. D'accord. Tu dois avoir un catalogue qui va te présenter auprès de certaines structures et tout. C'est ce qui manque à l'artisan qui est toujours dans son atelier, en train de souffrir, en train de créer de belles œuvres, mais qui ne se fait pas connaître par sa cible. Donc, du coup, beaucoup de personnes l'apprécient, mais en réalité, il n'est pas consommé. 10 personnes ou 100 personnes peuvent l'apprécier au cours d'une foire, Oui. mais il ne va même pas vendre, en fait, parce que sa cible ne vient pas N'y est là-bas. pas. Exactement. Donc, du coup, l'artisan doit redéfinir sa cible, D'accord. aller vers sa cible, mais avoir une méthodologie professionnelle OK. qui va capter l'attention de sa cible. Et sa cible va dire, ah, ça, nous en avons besoin. Et voilà comment l'artisan peut tout de suite devenir un millionnaire en euros Oui. et un milliardaire en francs CFA. Alors, il y a le cas des investisseurs. Actuellement, nous sommes en train de présenter ces différents secteurs à quelqu'un qui nous suit, qui se dit, tiens, je peux apporter cet appui à un artisan qui, lui, a en tête juste créer, en fait. Il veut se procurer du bois, faire son œuvre, et puis maintenant, continuer la chaîne avec quelqu'un d'autre qui se charge de le mettre en valeur, de le vendre et de faire des bénéfices pour lui. Est-ce possible également? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vraiment possible. D'ailleurs, bon, c'est ce que je recherche. OK. Je suis dans mon atelier, je suis dans mon monde, et moi, je crée, je réalise les œuvres. Et maintenant, un homme d'affaires va le mettre sur le marché. Mais à la base, à chaque fois que moi, j'aurai l'inspiration, je dégage en même temps la cible. Ouais. Et maintenant, lui, il aurait peut-être cette aptitude voilà, de mieux vendre ces œuvres-là. Mais la plupart des temps, lorsque moi particulièrement, lorsque je reçois l'inspiration, je définis en même temps la cible. C'est naturel, en fait. OK. C'est naturel. Maintenant, comment aller vers la cible? Maintenant, pourquoi pas? La personne peut investir, on va vraiment travailler parce que je réalise tellement d'œuvres aujourd'hui et je suis débordé même. Je ne veux plus être en contact avec la cible, je ne veux plus être en contact avec le public. J'ai envie d'être en contact avec mon manager, avec mon homme d'affaires et lui dire, voici ce que j'ai eu À produire? aujourd'hui. L'autre fois, j'ai créé un calendrier intemporel. D'accord. C'est un calendrier qui est adapté à toutes les années. OK. Vous voyez, à toutes les années. OK, je ne vais pas vous dire comment ce calendrier fonctionne. Vous voyez, nous sommes en direct. Mais pour ces personnes qui seront intéressées, EPABA qui est disponible pour... voilà. Donc, actuellement, ce calendrier est en train d'être proposé à des institutions, à des sociétés. Et c'est aussi une façon d'apporter cette éco-responsabilité-là, de ne pas à chaque fois jeter les calendriers ou bien lorsque vous finissez d'utiliser un calendrier, c'est fini, l'année prochaine, il faut encore commander d'autres calendriers. Aujourd'hui, Samson Agbevudo a une solution pour vous. Bah, merci, c'est bien placé. Alors, Samson Agbevudo, vous me direz donc, vous parlez d'une vision de création d'industrie déjà à votre niveau et pour tous les artistes qui sont dans votre domaine entrepreneurial, artistique et culturel de façon générale. Vous vous intéressez également à l'agriculture, si je ne me trompe pas, c'est bien cela. Oui, oui. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à venir? Ce sera avec ça qu'on va essayer de conclure cet entretien. Ce qu'il y a à venir, pour résumer tout ce que, c'est-à-dire cet entretien, c'est le concours de devinettes. Concours de devinettes. Avec les créations artistiques ou comment ça se passe, dites-nous. Voilà. C'est difficile de trouver le marché, n'est-ce pas? La devinette
va amener la population à découvrir puis à consommer. D'accord. Et donc, c'est une devinette révélatrice OK. qui viendra mettre en lumière un producteur local, OK. mais en identifiant un problème, un besoin, et la solution maintenant est la réponse à la devinette. D'accord. Bah, ingénieux, ça. Vraiment ingénieux. Donc, c'est un peu ça. Il est vraiment important d'amener la population à réfléchir, puis à trouver la solution. Donc, voilà. Donc, ce qui est à venir, c'est le concours de devinettes que j'ai lancé et qui est actuellement en train de, franchement, avec une très bonne organisation. Le CREVA viendra après le concours de devinettes. Ce qui presse actuellement, c'est le concours de devinettes. Allez, merci beaucoup, Monsieur Samson Agbevoudou. C'était un plaisir de découvrir votre monde d'artiste, de sculpteur que vous êtes et promoteur de la société EPABAC qui vise la valorisation du secteur artistique. Et voilà, c'était un grand plaisir de vous avoir ici pour REA. Et on se dit à très vite sur les différentes plateformes. Et à vous, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Pensant que cet entretien vous ait apporté énormément et toute l'émission Entrepreneurs que vous retrouvez encore une fois la semaine prochaine. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Le bouton est juste en bas. Cliquez et puis restez au parfum de toutes nos actualités ici et sur toutes les autres plateformes de réseaux sociaux. Portez-vous bien.